Passé par la situation devenue une véritable crise environnementale. Un reportage de Djibril Diallo et Issa Pouy. En cet après-midi d'octobre, le soleil tape et les vagues viennent frapper avec force sur la plage. Nous sommes à Bargny-Guedj, un quartier traditionnel de pêcheurs. Ce quartier, tout comme d'autres de la commune, est installé à peine plus haut que l'océan. Une vie les pieds dans l'eau. Cela pourrait être un rêve si ces maisons n'étaient pas menacées. C'est devenu une habitude de Chiende Yacine Sek. Chaque jour, elle refait les pierres de sa digue de fortune déplacée la nuit par les vagues. Un modeste rempart qui sert de protection contre la furie des eaux. Je n'ai pas de signification à cette avancée, tellement que c'est tellement agressif. C'est tellement vite et tellement rapide. La mer est trop près des habitations. Parce que, comme vous le voyez, nous n'avons plus de cours. Ça, c'est la plage de la mer. C'est la mer basse. C'est pourquoi je peux rester là. Mais le matin, la mer était là-bas, de l'autre côté. C'est comme dans l'histoire du vieil homme et la mer, sauf qu'ici, Ndeye ne lutte pas contre un monstre marin, mais contre l'océan tout entier et avec des moyens plus que rudimentaires. Nous, pour s'adapter, on ne prend que... Ça sont des débris des maisons tombées, que nous avons les moyens pour s'adapter. Et comme vous le voyez, il y a des sacs de riz vides remplis de sable et des pneus attachés que nous avons pour s'adapter. Or que ça, ce n'est pas la bonne solution, mais c'est ce que nous avons pour s'adapter. Des moyens artisanaux qui peinent à résister aux assauts des vagues. L'avancée de la mer a déjà causé d'importants dégâts. Plusieurs maisons sont avalées ces dernières années, entraînant ainsi un déplacement des habitants. ak kër gi dañ fi daan football dañ fi daan foo daal daanañ fi football ci tefes fekk géej gi yegg sewul si ñun géej gi daana fees te ñëwul si ñun ñuy dox ba jamono boo xam ne suñu kër yi géej gi nangu na ko amatuñ fu ñu dëkk ñu ñëwaat dëkkaat fii mais suñu kër gi si kër ga lee la jóge ay armeel amoon na fi amoon na benn terrain bu ñu tudde woon terrain Tina moo armeel yi benn la woon suñuy yaay fi lañ daal lëkkee jën man sama maam kuy jur sama papa fii la ko suul géej gi yóbbu nañu fii jur sama papa laa la wax fii la ko suul te mu tudd Baye Mamoot Conno te ko kilifa la woon mag ñu bëree fii la suloo ñëpp géej amatu fi lii dem si géej gi armée lii dem moo tax gars yi di egg fii léegi gaal yi wante fii kenn amu woon fi egg si gaal demin bi suñu yaay fii la daal la koy kecca sama maam fii la daal la koy kecca. Presque partout, la mer gagne du terrain. Le littoral recule d'1,50 m chaque année à Bargny. Par exemple, pendant les 50 dernières années, la commune a perdu plus de 70 mètres de sa surface maritime. Selon les scientifiques, plusieurs facteurs sont à l'origine de cette catastrophe naturelle silencieuse. La montée du niveau de la mer est due principalement à deux facteurs liés au réchauffement climatique, donc au changement climatique, donc qui est dû à l'excès des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc ce réchauffement additionnel va faire que l'océan emmagasine une bonne partie, parce que cela nous permet même nous de vivre, parce que si toute cette chaleur-là allait dans l'atmosphère, on ne pourrait pas le supporter. Mais ça a un coût pour l'océan, parce que l'océan emmagasine plus de chaleur, 90% de cette chaleur, et donc gonfle. Ça, ce sont des processus physiques, un fruit qui prend de la chaleur gonfle. Deuxième aspect, c'est la fonte des glaciers qui fait qu'on a plus d'eau, donc le niveau de la mer monte. En plus de ça, il y a une augmentation des événements extrêmes, que ce soit des fortes houles, des vents forts qui vont faire qu'il y a de temps en temps des événements qui sont épisodiques
et qui vont faire monter provisoirement le niveau de la mer de manière assez importante, et cela va accélérer en plus l'érosion côtière. Au phénomène naturel s'ajoutent aussi d'autres facteurs à l'origine de cette crise environnementale, l'action de l'homme. Nos agissements sur l'environnement ont des conséquences directes et graves sur notre quotidien. Si on ne fait pas attention, si on n'agit pas tout de suite et maintenant, comme nous l'ont conseillé les experts du GIEC, ben, ce sera catastrophique dans les années à venir. Le cri du cœur que je lance aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'on arrête, il faut qu'on stoppe cette déforestation. Par exemple, de Guédiawaye à Malika, de Guédiawaye à Rufisque. Est-ce que vous vous rendez compte que tous les filaos qui étaient là, toutes les dunes qui étaient là, ont été aujourd'hui complètement terrassées, ont été complètement enlevées? Ce petit cordon littoral sableux qui sépare l'océan et les maisons se rétrécit peu à peu. En marée haute, il est même submergé et l'eau arrive jusqu'au pied des habitations. Une situation qui hante les populations. li mu lay jëkk a xañ ak fitna bi mu lay jëkk a teg moo say nelaw fa ngay nelawee ba fa nelaw yi dine buy ñëw du yëgoo day assi rek na birib attaqué lii bu mu koy attaqué matul 15 jours fii nii gis nga ciment bi ak tabax bu bees bi ñu defaraat ni débrouillé waat ko wàññiwaat bâtiment bi say nelaw li lay jëkk a xañ kon loolu yaakaar naa ne fitna la loo xam ne mënoo ko wax emal fii mu yem fii day gën a avancé di gën a attaqué. Se retrouver dans l'eau en plein sommeil, une surprise nocturne, c'est dans cette crainte que vivent quotidiennement ces habitants depuis plusieurs années. Leur cri du cœur peine toujours à trouver un écho favorable. taxaw nañu fii ay politiciens ay borom doole ay borom daraja taxaw nañu fii na dañ leen di dexeral fii li ñu waxoon lépp gisuñu si dara gisuñu ko si dara pourtant waa mbënd mi yuux gënuñu nu mën a yuux taw la d'accord taw la mais lii ala loo xam ne day attaqué di xeex ak ñun attaqué bu metti lay attaqué sax. fii état taxaw na fii wax li ñu waxoon gisuñu si dara fii lañ taxawoon nañ dinañ leen may ay terrain dafa leen ni terrain gisuñu si dara gisuñu ko si nu ngi nii fii daal yàlla rek moo fi ne. Maisons, cimetières ou encore terrains de foot se retrouvent aujourd'hui au fond de l'océan. Mais qui est responsable de ce désastre? Les habitants accusent. Nous, les Africains, nous ne consommons que les 4%. Mais c'est eux, les capitalistes, qui nous ont jeté leur sort. C'est eux qui augmentent le changement climatique. C'est eux qui viennent dans les pays africains pour s'enrichir et nous laisser avec beaucoup de dégâts. Donc ce que nous voulons, c'est de dire stop aux énergies sales et qu'ils viennent se focaliser sur les énergies pour au moins sauver notre planète. Bargny fait partie des 12 communes du Sénégal fortement touchées par l'érosion côtière. Ne disposant pas de moyens financiers pour pouvoir faire face à ce fléau, la commune travaille avec des partenaires dans le cadre du projet WACA, projet consacré à la gestion du littoral ouest africain. Toutes les maisons donc, qui sont en bordure du littoral sur une largeur de 20 mètres, donc on va essayer donc, de les délocaliser et de les reloger ailleurs. Donc ce projet-là, c'est ce qu'il prévoit. L'autre, c'est un projet qui est assorti de la COP27. Donc c'est sur les pertes et dommages. Donc on a travaillé avec Enda Energy qui porte ce projet-là. Donc ce projet, c'est un projet qui est là pour essayer entre guillemets de réparer. Mais pour une solution durable, il faut la synergie de tous les états de l'avis des scientifiques qui appellent les dirigeants à respecter l'accord de Paris sur le climat. Cet accord prévoit de contenir la hausse des températures bien en dessous de 2 degrés. Si on a une trajectoire sobre, telle que préconisée par l'accord de Paris, le niveau des océans ne va pas dépasser 50 cm par rapport à la période 1900. Par contre, si nous continuons dans la trajectoire où nous sommes, on aura d'ici la fin du siècle un niveau moyen des océans de 1 mètre de plus que ce qu'on avait en 1900. Ça, ce sont des valeurs moyennes,
Mais cela dépend des régions. Parce que, par exemple, les régions qui sont situées à des niveaux très bas, des côtes qui sont situées à des niveaux très bas vont connaître une montée du niveau de la mer plus importante, telles que les îles du Saloum, telles que Bargny, par exemple. Dans 50 ans, à quoi ressemblera la commune de Bargny qui observe impuissante l'effritement de son territoire? La mer avance inexorablement sous l'œil impuissant des habitants. Les scientifiques et spécialistes du climat estiment que si rien n'est fait d'ici quelques années, la situation pourrait s'empirer et que toutes ces maisons pourraient donc disparaître. Bonsoir et bienvenue à ce décryptage d'un grand angle. Comme vous le savez déjà, avec le reportage qu'on vient de suivre portant sur l'érosion côtière au niveau de Bargny, nous allons parler de cette question. Et pour évoquer tout cela, nous recevons sur ce plateau le président du réseau des associations pour la protection de l'environnement et de la nature, Daouda Gueye. Bonsoir. Bonsoir. Nous recevons également sur ce plateau Djibril Diallo, reporter à la rédaction de cette TV. Djibril Diallo, bonsoir. Bonsoir, Pape Mokhtar Selan. Bonsoir également. Ouais, vous avez réalisé ce reportage qu'on vient de suivre au niveau de Bargny. Ce qu'on peut savoir, c'est ce qui vous a motivé pour faire ce sujet-là à Bargny. Ce qui m'a motivé surtout, c'est un sujet qui touche tout le monde, c'est un sujet d'actualité. Mais il m'a touché davantage parce que déjà parmi les sinistrés, j'ai des amis dont les familles, dont leurs maisons familiales ont été donc dévastées par la mer. Donc c'est ce qui m'a surtout touché et je me suis dit pourquoi pas d'aller se rendre sur place et faire le constat et ne pas seulement se limiter à poser ce débat-là, mais également voir avec des spécialistes qu'est-ce qu'il faut faire justement pour freiner ce phénomène. Exactement. En fait, pendant le tournage, forcément, il y a une séquence qui vous a marqué. Est-ce qu'on peut savoir c'est quelle séquence? Ce qui m'a marqué surtout sur place, c'est cette femme âgée d'une 60aine d'années, seule seule dans cette lutte-là, je vais dire, puisque déjà, avec des moyens rudimentaires, des pneus, des briques de maisons qui ont déjà été emportées par la mer, c'est avec ça qu'elle essaye en tout cas de limiter l'avancée de la mer, ce qui est peine perdue, puisque déjà dans ce combat-là, elle ne va jamais gagner. La preuve en est qu'elle nous dit, il y a de cela quelques années, une cinquantaine d'années, quarantaine, voilà, il y a eu beaucoup de maisons qui donc étaient donc qui séparaient la sienne donc et la mer, voilà, mais qui aujourd'hui se retrouvent au fond des océans, des maisons, des terrains de foot. Et donc, tous les matins, c'est ce qu'elle fait, refaire la digue qui lui sert de protection. Malheureusement, c'est devenu son quotidien, puisque déjà, avant, déjà, c'est des familles démunies, mais avant de faire ce que pratiquement beaucoup de Sénégalais font, d'abord se lever le matin, se rendre au marché pour avoir la dépense quotidienne, ils ont un autre boulot à faire, c'est de se réveiller tôt ce matin et chercher, replacer voilà, cette fortune, plutôt cette digue de fortune, et qui a été en tout cas emportée la nuit par les vagues. C'est ce boulot-là qu'il faut faire avant d'aller au marché et voilà, d'aller chercher de la dépense quotidienne. Ouais, on a vu que beaucoup de maisons ont été dévastées par les vagues, et donc quand il n'y a pas de maison, le quotidien de ces populations côtières change. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce que vous avez constaté comme changement dans le cadre de vie de ces populations, mais également sur leur bien-être? Surtout sur le bien-être, Pape Mokhtar Selan, parce que déjà ça, quand vous avez par exemple, on sait tous au Sénégal, les familles, comment nous vivons, c'est les maisons familiales, c'est beaucoup de personnes, et pire encore si ces maisons-là sont dévastées par l'océan, par l'érosion côtière qui est devenue aujourd'hui un cancer en tout cas des côtes sénégalaises. Voilà, cela va créer un surnombre encore une fois dans les maisons, surtout dans les chambres. Il y a une femme qui m'a carrément dit que dans sa maison, il y a des chambres où 7 voire 8 personnes passent la nuit ensemble. Donc ce qui crée aussi un problème au niveau des avec la promiscuité, exactement. Problème de santé et autres. Exactement. Donc, ils n'ont plus d'intimité, on peut dire. On peut le dire, puisque déjà la femme dont je parlais tout à l'heure, elle me disait que voilà, même certains besoins, ils n'ont pas de toilette, ce qui est dommage. Même certains donc faire certains besoins, ils le font dans la nature et ce qui est grave.
Merci beaucoup Djibril Diallo. Vous restez avec nous. Daouda Gueye, président du RAPEN, Réseau des associations pour la protection de l'environnement et de la nature. En fait, d'après des témoignages des natifs de Bargny, même Djibril l'a évoqué tout à l'heure dans son débriefing, il y avait des terrains de foot et même des zones de culture qui séparaient la mer et les habitations. Est-ce que vous êtes témoin de cette époque au niveau de... Mais bien sûr, j'ai vécu à Bargny depuis que je suis né, il y a plus de 70 ans. Et il faut voir que Bargny, il y a plus de 140 mètres que la mer a englouti. Depuis 71 ans, soit des études scientifiques qui ont été faites. On savait très bien qu'il y avait des mosquées, des cimetières, des zones de pratique du sport, avec des plages de plus de 30 ou 40 mètres de largeur. Et surtout les activités de la pêche, qui étaient extrêmement importantes. Parce que Bargny, c'était un village qui est devenu ville, mais l'activité principale, c'est les activités de la pêche, qui est à 70% de l'économie. Alors, c'était beau, c'est-à-dire, on peut dire que c'était vraiment bon à vivre, parce que tout le monde était dans un circuit économique extrêmement important, ils étaient en bonne santé, et surtout que la stratification sociale était telle que tout le monde était parent, tout le monde travaillait ensemble. Il y avait l'entraide, c'est-à-dire il y a le moment où on ne pouvait même pas parler de pauvreté, parce qu'on pouvait manger comme on veut, on pouvait travailler comme on veut, et dans la solidarité avec les pêcheurs, si vous voulez aller à la plage, vous pouvez avoir du poisson comme qu'il le faut, mais malheureusement tous ces actifs ont été engloutis par la mer. Oui, mais comment en est-on arrivé à cette situation qu'on vit aujourd'hui? C'est vrai que c'est au niveau d'une situation géomorphologique, et surtout que c'est une zone sablonneuse. Et encore, l'altitude la plus importante est de 3,5 mètres. C'est-à-dire que c'est une zone très basse. C'est-à-dire que Bargny fait partie des zones les plus impactées par les changements climatiques. C'est-à-dire que c'est les 4 zones, suivant le plan d'action, le PNA, Plan national d'action pour le climat, qui fait que Bargny vraiment fait partie des zones les plus menacées. On sait que la mer avance de l'ordre de 2 à 3 mètres par an. Même dans des zones assez basses, peut-être on peut aller jusqu'à 4 mètres. Ça veut dire qu'il y a vraiment un danger énorme. C'est pourquoi d'ailleurs on sait très bien que les populations sont vraiment affectées parce que leurs maisons sont englouties, mais aussi les actifs, comme par exemple le pirogue, par exemple, quand il y avait des ouragans comme l'ouragan Fred en 2015 avait presque fracassé toutes les pirogues, alors que le pêcheur, c'est lui qui met son propre investissement par ses propres moyens. Donc, tout à l'heure, vous avez évoqué le dérèglement climatique en disant que Bargny a été affecté, mais avec les témoignages aussi, on voit que les populations aussi indexent souvent l'extension du port autonome de Dakar en les années 2007-2008. Est-ce que aussi c'est un facteur accélérateur ou bien aggravant de l'érosion actuellement? Mais bien sûr, c'est des effets physiques qui fait que, par exemple, si on est en train de travailler sur le port de Dakar, et même, par exemple, la digue de protection de Rufisque, par exemple, il y a toujours des effets indirects ou directs qui fait qu'on déplace le flux dans les autres zones. C'est pourquoi, d'ailleurs, ça a été accéléré. C'est-à-dire qu'il y a le travail qui a été fait, mais aussi avec les changements climatiques qui font que, par exemple, la mer est en train d'augmenter de hauteur. Et là aussi, vraiment, c'est des impacts qui sont très clairs. D'ailleurs, on a eu à travailler sur des études qui ont permis de voir que d'ici 2050, toute la zone de Bargny va disparaître. Même le site de transformation des produits halieutiques, même la centrale à charbon que nous combattons tous les jours, voyant que c'est vraiment dangereux pour la santé des populations, va être englouti par la mer. Oui, mais à côté de Bargny, vous avez tout à l'heure parlé de Rufisque. En fait, au niveau de Thiawlène, il y a une digue de protection. Mais pour le cas de Bargny, quel est le meilleur type d'ouvrage à faire là-bas pour ne serait-ce que ralentir l'avancée de la mer? C'est une digue de protection, c'est des brise-lames ou bien le système des épis? Oui, effectivement, il y a eu des études qui ont été faites par, disons, un projet sur les études des impacts sur côtier et en même temps aussi les solutions douces qui a été financé par le Fonds français pour l'environnement mondial. Mais aussi nous, en tant qu'association, nous avons eu à faire des études avec l'aide de l'ENOA, National Oceanic Atmospheric Administration, qui est aux États-Unis. Ils ont fait des projections pour voir que maintenant, il
il y aura beaucoup de submersion. Mais ce qui fait maintenant, c'est que les solutions sont là. C'est-à-dire, il y a des solutions, par exemple, la première solution, c'est le rechargement de la plage. Avec des brises-lames qui permet, par exemple, de reprendre la position du trait de côte depuis 1946. Parce qu'on a trouvé que depuis 1946, il y a plus de 240 mètres qui ont été engloutis. Mais avec ce projet, on peut trouver, par exemple, des solutions pour reprendre la plage, mais en même temps faire des brises-lames. Mais actuellement, ça, c'est des conditions qui coûtent très cher. Parce que la digue de Théolène a coûté presque 4 milliards. Mais il y a encore des solutions douces qui sont dans l'immédiat. Parce que le problème, c'est qu'on peut avoir des projets, mais il faudrait que ce soit dans l'immédiat. Bon, le premier projet qui est assez douce, c'est de permettre un déplacement stratégique. C'est-à-dire permettre à ceux qui sont en face de la mer puissent être relogés dans des conditions normales pour qu'ils ne perdent pas aussi leur emploi qui est la pêche. Et comme ce qu'on a fait à Gorombat et à Guet-Ndar dans le cadre du programme Waka. Oui, c'est même le programme Waka. Mais malheureusement, nous avons dit que quand même il faut être assez prudent. C'est vrai de déplacer les personnes, mais il faudrait qu'on les déplace dans des conditions normales, qu'ils puissent vivre dans des conditions décentes, parce qu'on ne peut pas les mettre dans des tentes pendant combien d'années, ça pose des problèmes. Donc là, on a dit qu'on va trouver des terres à Bargny, parce que là-bas, on a le projet Ville Verte, c'est-à-dire un projet qui peut-être qui n'a pas beaucoup marché, mais qu'on peut trouver au moins des terres afin que les populations puissent être déplacées. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, on est dans des conditions assez difficiles. Parce que voir une famille qui peut être dans 8 à 10 personnes dans une maison, dans une chambre, rien que les conditions de respiration, ça pose des problèmes, surtout les conditions d'intimité. Donc ça peut avoir des réactions vraiment sur le comportement des personnes. Et là aussi, c'est des problèmes. Donc le déplacement peut être possible. Et d'ailleurs, ça a été déjà étudié, ça a été acté. Maintenant, il reste le financement. Donc le financement... Mais concernant le déplacement, est-ce que l'activité économique des populations déplacées est prise en compte? C'est pourquoi... Parce qu'à Saint-Louis, il y avait ce problème des pêcheurs qui étaient très loin de la plage, très loin de la mer, et donc ne pouvaient plus exercer leur activité. Est-ce que pour Bargny, ce cas-là a été pris en compte? On a pris en compte. On a vraiment pris l'exemple de Saint-Louis pour prendre toutes les dispositions pour pouvoir maintenant reloger les personnes à peut-être à 2 km avec des systèmes qui leur permettent de reprendre leur activité qui est assez importante avec la pêche. Donc là aussi, on a pris toutes les dispositions pour pouvoir vraiment ne pas aller vers un déplacement non planifié, non étudié, qui va encore impacter sur les populations. Ouais. Mais on a vu Bargny avec la centrale à charbon, Bargny-Sococim, Bargny avec les régions côtières, mais il y a aussi le port minéralier. Et donc, est-ce que Bargny, d'ici quelques années, on ne va peut-être plus parler de cette ville? Non, c'est clair, parce qu'on a fait une très mauvaise planification au niveau des décideurs. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre des établissements classés 1 qui sont dangereux, polluants, qu'on peut mettre dans un rayon de 3 km. C'est-à-dire la Sococim, qui peut-être maintenant aujourd'hui a un four qui va faire 10 000 tonnes par jour. Une tonne va faire 0,8 kg de CO2, avec tout ce qu'il y a comme pollution. On met une centrale à charbon et on projet de sidérurgie à côté. Et le port minéralier. Le port minéralier, d'accord, il y a des impacts sur l'océan, mais aussi on a mis un port minéralier et vraquier. C'est-à-dire tout ce qui est vrac, les produits chimiques, les hydrocarbures vont être stockés à Bargny. C'est comme si on est en train de créer une bombe. Avec des capacités de stockage très énormes. Et très énorme, parce que c'est 6 millions de tonnes de produits chimiques avec les hydrocarbures. Mais tout ce cocktail fait tellement qu'on pense peut-être à une bombe à retardement. Mais là aussi, si on prend les régions côtières avec tous ces industries polluantes, c'est comme si Bargny a tendance à disparaître. C'est la vérité. C'est ça, exactement. Merci beaucoup, Daouda Gueye. Merci. Je rappelle que vous êtes le président du RAPEN, Réseau des associations pour la protection de l'environnement et de la nature. Djibril Diallo, merci beaucoup. Merci à vous. C'est la fin de ce décryptage. Merci et à bientôt. Merci Pape Mokhtar Sellane pour ce décryptage.
Recherche d'un avion en détresse à Thiès et sauvetage d'une pirogue à 2 migrants en perdition au large de Ouakam. Ce sont les scénarios de l'exercice SAR, Recherche et sauvetage SAREX 2023. Un exercice effectué dans le cadre de la coopération militaire entre le Sénégal et le Royaume d'Espagne et coordonné par le Centre de coordination et de sauvetage de Dakar, CCS, avec les différents services d'alerte. L'objectif est d'entraîner et de préparer le personnel SAR, à tester les capacités opérationnelles, mais également améliorer la coordination entre les différents acteurs SAR. SAREX 2023 s'exercer pour mieux sauver. Un grand reportage de Pape Mokhtar Sellane, Papis Dem et Issa Pouy. Nous sommes présentement en planification d'un exercice qui doit se dérouler le mardi 28 novembre 2023 au niveau de la région de Thiès et aussi de la région de Dakar en milieu maritime. Cet exercice rentre dans le cadre de la coopération que nous avons avec le Royaume d'Espagne et aussi notre protocole d'accord que nous avons avec le Centre de coordination et de sauvetage des îles Canaries. Vent peu fort, temps ensoleillé, des conditions météo visiblement favorables pour un vol sans souci avec le Dibou 222 en provenance du nord du pays à destination de Kaolack. Après quelques minutes de vol, l'aéronef rencontre une panne de moteur. Emergency déclarée et le pilote décide de se dérouter sur Thiès. Notto Gouye Diama, non loin de la centrale éolienne de Taïba Ndiaye, c'est son point de chute. La phase détresse enclenchée à la suite de la perte radio. Message reçu 5 sur 5 au niveau du Centre de coordination et de sauvetage de Dakar, CCS. Ici, les services d'alerte s'activent pour localiser la zone du crash avant la recherche et le déploiement sur site. Après plusieurs tentatives radio sans succès et la perte du pro radar, la balise de détresse est enclenchée. Les équipes d'intervention se préparent au niveau de la base militaire de Ouakam, direction Notto Gouye Diama dans la région de Thiès. Plus d'une heure, l'avion SAR du Royaume d'Espagne vient en renfort pour procéder également à une prise en charge des blessés. L'exercice a débuté à 10 heures, donc on a eu à peu près 2 heures de temps avant que le premier hélico n'arrive sur zone. Et dès que l'hélico est arrivé sur zone, l'équipe médicale a commencé à prendre en charge les blessés tout de suite. Ils ont pris à peu près 15 minutes pour les rassembler au niveau du poste médical avancé, ce que je trouve vraiment excellent. Ils sont dans les temps. L'exercice, il y avait 11 passagers, donc sur les 11 passagers, on a eu 10 blessés. 10 blessés et malheureusement 3 qui sont décédés. Donc 2 qui sont décédés sur le coup et 1 qu'on a perdu du fait desquels ils doivent voler. L'équipe médicale doit leur dire attention, on a un blessé qui a des problèmes respiratoires. Ne volez pas à une trop haute altitude, etc. Et nous souhaiterions que dans l'avenir, cette équipe d'évacuation sanitaire aérienne soit accréditée par l'Organisation des Nations Unies pour faire du Sénégal un hub aérien en matière d'évacuation sanitaire aérienne. Donc, pour pouvoir couvrir tout ce qui est incident à l'intérieur du Sénégal et même dans la sous-région. Pas de retour pour les équipes de recherche et de sauvetage. Après la terre, place à la mer. La baie de Ouakam est le théâtre de l'opération. Une pirogue de migrants en provenance des côtes gambiennes à destination des îles Canaries en perdition au large de Dakar. Une avarie moteur met fin à l'aventure. Les passagers alertent leurs parents. Les services d'alerte sont informés. Place à la recherche. Les éléments FS de l'air à bord du Mi-17 de l'armée de l'air sénégalaise et l'aéronef SAR espagnol entrent en action pour procéder à l'hélitreuillage et à l'évacuation de certains migrants mal en point. 4 au total. Les autres passagers sont pris en charge par la Marine nationale. À Notto Gouye Diama comme à Ouakam, les délais d'intervention ont été un peu longs dans le cadre du SAREX 2023. Le but de l'exercice, ce n'est pas que tout marche,
c'est d'entraîner l'ensemble des procédures, de voir si ces procédures sont adéquates pour faire notre mission, c'est-à-dire le sauvetage des naufragés dans le temps et les délais le plus minimum. Mais un exercice, ça permet aussi de déceler l'ensemble de ces incompréhensions, de ces choses qui ne marchent pas. Et c'est ainsi qu'on va faire des recommandations. L'un des buts majeurs d'un exercice de recherche et de sauvetage, c'est de vulgariser le service SAR, le service de recherche et de sauvetage. Donc ces exercices sont d'une importance capitale pour notre centre et ça nous permet aussi de montrer notre centre et de montrer nos capacités par rapport aux populations, qu'ils sachent que à n'importe quel moment, s'ils sont en détresse dans une zone, qu'elle soit maritime ou terrestre, il y aura du personnel qui va être déployé pour les sauver. L'ensemble des évaluateurs qui ont été désignés sur le site et même sur le centre ont pris des remarques, des évaluations et ils vont nous les transmettre. C'est à partir de ça qu'on va mettre le PAC, le plan des actions correctives qu'on va mettre en place pour changer nos procédures, améliorer nos procédures en relation avec le Maritime Rescue Coordination Center et aussi la Marine nationale pour mieux améliorer les délais et les raccourcir le maximum. Après 2 jours d'exercice sur terre et en mer, place au débriefing. Évaluation des procédures du service SAR, recherche et sauvetage, coordination entre les différents acteurs du système SAR, test des capacités d'intervention des hommes et du matériel. Toutes ces questions ont été passées au crible pour savoir ce qui n'a pas marché. Par exemple, l'absence du bureau enquête et analyse. Là, nous avons le Search and Rescue, donc rechercher et puis sauver des vies. Mais derrière ça, il y a aussi les enquêtes, par exemple. Le bureau enquête accident aura besoin de voir qu'est-ce qui s'est passé, comprendre comment l'événement s'est produit. Et pour ça, on a besoin d'un certain nombre d'indices, etc. Donc pour dire que ces différents acteurs doivent de manière concertée se déplacer, agir sur un site d'accident pour pouvoir ne pas altérer les besoins des uns et des autres. Tester un certain nombre de choses dans un exercice. Par exemple, si on prend le côté matériel, nous avons remarqué qu'il y a eu quelques difficultés dans les délais d'intervention, par exemple pour le décollage des avions, etc. On va se poser la question, est-ce que c'est dû au fait que le matériel n'était pas prêt à décoller? Est-ce que les procédures qui devaient amener l'avion à décoller ont été bien appliquées? Est-ce que les personnes qui devaient le faire étaient bien entraînées pour le faire? Donc tous ces éléments font que si on revoit au cours d'un exercice, on peut amener des corrections et pour la prochaine fois être dans de meilleures conditions et peut-être le jour J être prêt pour pouvoir être efficace au maximum. Cet exercice SAR de vraie grandeur n'a pas été organisé au Sénégal depuis plusieurs années. Le SAREX 2023 était un test très attendu. J'estime que c'est un exercice de très grande facture. Vraiment, pour avoir la chance d'avoir fait beaucoup d'exercices un peu partout en Afrique, j'estime que pour un premier exercice, ils l'ont parfaitement bien réussi. Cette année, pour la première fois, je crois, l'armée de l'air a déployé un hélicoptère qui a fait donc, du sauvetage maritime, donc en faisant de l'érythréage, ce qui est quand même un exercice extrêmement difficile et qu'ils ont parfaitement bien réussi. L'exercice est fait pour voir s'il y a des points d'amélioration et je pense que des points d'amélioration, on en a noté. Et donc, au sortir de cet exercice, on va organiser des formations sectorielles, notamment avec les sapeurs-pompiers, avec la SECNA, avec les médecins, voilà, etc., etc. Donc, avec la gendarmerie. Et on va finir certainement par faire un grand atelier pour vraiment coordonner toutes nos différentes mesures pour permettre donc au centre de vraiment définitivement adopter ces nouvelles procédures et revoir également le type d'équipement qu'il doit avoir. Le Centre de coordination et de sauvetage de Dakar s'est vu confier par l'Organisation de l'aviation civile internationale la responsabilité d'une région aérienne terrestre et d'une région aérienne maritime d'une superficie de plus de 5 millions de kilomètres carrés. C'est dans ce cadre que le représentant du chef d'état-major de l'armée de l'air salue le bel exemple de coopération entre le Sénégal et ses différents partenaires. Le Sénégal a pris l'engagement d'assurer assistance
à toute personne en danger dans cette zone de responsabilité vaste de plus de 8 millions de kilomètres carrés. Et le Sénégal, à lui seul, ne pourra pas, avec ses moyens, le faire. C'est pourquoi cette coopération est importante. Nos SMC reviennent d'Espagne il n'y a même pas 4 semaines. Hein. Régulièrement, ils vont en Espagne se faire former. Et ceci est vraiment très important. Et c'est la fin de ce numéro. Merci à vous de l'avoir suivi. Comme d'habitude, on vous laisse avec le cadrage, carte postale, mais également le sommaire du prochain numéro. Merci, à très bientôt. Je pense qu'il y a un bon traitement. Et comme il y en a de moins bons, et comme il y en a d'exécrables. Je pense que c'est un peu comme sur la route, il y a de bons chauffeurs, il y a de moyens chauffeurs et il y a de mauvais chauffeurs. C'est ce qui amène quelquefois des accidents. À la seule différence près aussi, c'est vrai que pour les accidents c'est visible. Dans le journalisme, quand on est exécrable et quand on n'est pas très bon, c'est aussi visible et ça frappe tout le monde. Et nous, l'accident peut-être ici dans la zone des Almadies, va concerner la zone des Almadies. Mais quand le journaliste n'est pas excellent et fait une mauvaise chose et qu'il le sort à l'antenne, à la radio ou à la télévision, celui qui est à Fongolémi, il est informé en même temps que celui qui est aux Almadies. Donc nous avons une exposition beaucoup plus large, ce qui fait que nos dégâts sont plus perceptibles et ont plus d'impact, et qui malheureusement rejaillit sur la perception qu'on a du journalisme et noie un peu la bonne qualité qu'il y a dans la presse. Ce qui a tué un peu les gens journalistiques, c'est un peu la course à l'information. La course à l'information fait que les gens n'ont plus le temps d'aller beaucoup plus en profondeur sur certains sujets. Ils n'ont plus le temps, mais ils ne prennent plus le temps d'aller en profondeur sur certains sujets, faire des portraits, faire des analyses, faire des entretiens, prendre le soin peut-être de faire des articles d'intégration, d'investigation plutôt. Et au-delà de cet aspect, on constate quelquefois il y a un mélange de genres. On voit où on ferait peut-être des articles de témoignage où il faut rester stricto sensu dans ce qu'on a vu, lu et entendu. Les gens y vont de leurs commentaires. Donc ce qui fait qu'il y a un mélange de genres. L'ancien directeur du journal Le Matin, Alioune Fall, on peut dire, certains diront qu'il a quitté pour aller à la politique. Mais non, il est allé dans le secteur privé. Il cultive son champ, il fait ce truc, il s'est départi de beaucoup de choses. Donc c'est vrai, comme je l'ai dit toujours, si vous voyez le traitement de l'information ici au Sénégal d'une manière générale, c'est la politique qui est au-dessus un peu de tous les secteurs. Ce qui fait que quand un journaliste quitte sa profession pour aller dans la politique, c'est beaucoup plus visible que le journaliste qui allait faire son petit business et qui a quitté le journalisme pour aller faire son petit business sur le plan économique, ouvrir une petite entreprise peut-être de bois ou de construction en bâtiment parce qu'avant il a fait aussi cette formation, c'est moins visible. Donc la politique est beaucoup plus visible et on parle de ces gens-là. Mais je pense que oui, il n'est pas interdit à un journaliste d'aller faire de la politique si vraiment il le veut. Et comme vous dites, il quitte la profession pour aller faire de la politique. C'est ça la norme. Donc voilà, j'ai particulièrement rien à le reprocher. J'ai peut-être un petit pincement au cœur quand je vois un excellent journaliste aller faire de la politique. Je me dis que c'est une perte pour la profession. Peut-être que c'est un gain pour la politique, mais en tout cas c'est une perte pour la profession. Les réseaux sociaux ont un peu
chahuter, rendre moins perceptible le travail, le magnifique travail de la presse. Parce qu'effectivement, au début, tout le monde disait que voilà, même quand on lisait ou bien on voyait une information dans les réseaux sociaux, les gens se disaient oui, c'est les journalistes. Mais de plus en plus, les gens parviennent à faire la dichotomie entre les informations publiées dans les réseaux sociaux et l'information publiée, je pense, par les journalistes. Mais je pense que la solution réside dans le fait que les journalistes doivent, dans leur développement professionnel, investir les réseaux sociaux pour vraiment essayer de distiller la bonne information. L'exemple que je donnerai, c'est quand la gendarmerie à l'époque avait arrêté le célèbre Inno. Je l'ai raconté récemment un peu dans les 40 ans de Walf. J'étais reporter, jeune reporter, j'avais des responsables, on avait l'information vers 17h, 18h, mais jusqu'au bouclage, à 1h du matin, pas moyen de confirmer cette information. Donc on a décroché, on a fait notre une, on est allé à l'imprimerie et puis on est rentré. Mais quand quelque chose vous turlupine dans la tête, vous voyez un peu, c'est très compliqué. Donc heureusement, j'ai continué à essayer à partir de 1h du matin, à essayer de contacter certaines personnes, ainsi de suite, à essayer de leur demander, jusqu'à obtenir la confirmation à 2h du matin. Donc qu'est-ce qu'on a fait? J'ai réveillé mon rédacteur en chef qui était marié, qui a réveillé le directeur de publication qui était marié. On a appelé celui qui était à l'imprimerie. Il lui demandait est-ce qu'on est sur les rotatives. Il nous a dit non, il y avait d'autres journaux qui nous avaient précédés, on attend. On lui dit il faut ramener le journal. Et donc on est venu me prendre chez moi, on a réveillé les gens, on a réveillé le monteur et à 3h du matin on est reparti à l'imprimerie avec l'information. C'est pour vous dire qu'il ne faut jamais désespérer. Et il ne faut jamais aussi remettre à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui, surtout en termes d'information. Nous sommes à près de 200 km de la capitale sénégalaise, dans la commune de Diokoul-Diaoring, département de Kébémer, région de Saint-Louis. Bienvenue à l'Ampoule. L'Ampoule est un village de près de 300 habitants, créé le 29 mai 1972. La majorité de sa population est d'ethnie Peul et Wolof. L'agriculture, la pêche et le tourisme, voilà les trois activités qui jusque-là ont permis aux populations de l'Ampoule d'être à l'abri de toute inquiétude. Une halle circulaire dans tout l'éclat de sa beauté architecturale, splendeur qui nargue bien le temps. Un chef-d'œuvre de l'art mauresque aux allures oniriques, édifié en plein cœur du quartier du Plateau de la capitale sénégalaise, entre la gare ferroviaire et le port autonome. Le marché Carmel est l'un des sites historiques qui nimbent le vieux Dakar depuis plus d'un siècle et demi, tel un anneau aux couleurs mosaïques. Classé patrimoine de l'UNESCO en 1979, ce lieu de négoce doit sa renommée à la place qu'il occupe dans l'histoire de l'ancienne capitale de l'Afrique occidentale française.